Bonjour Catherine. Bonjour. Qu'est-ce qui se cache derrière ce projet de piscine à Belleville? Évidemment, on ne parle pas de la piscine municipale, on parle d'un autre type de piscine. Oui, alors rapidement, donc on a su qu'il y avait ce projet. Ça fait déjà 2 ans, en février 2018, parce qu'il y avait eu une annonce dans le magazine Reporter. Donc c'est un centre d'entreposage sous eau, c'est-à-dire qu'on va conserver, confiner sous eau dans une piscine. Donc il y a 11 mètres d'eau, avec 4 mètres d'eau au-dessus des barres de combustible nucléaire. Donc ce sont des combustibles nucléaires qui ont fonctionné, qui ont été utilisés dans des réacteurs nucléaires, qui sont usés et qu'on va garder sous eau pour confiner la radioactivité, parce que sinon ils sont très très radioactifs, et pour leur permettre de refroidir, parce qu'ils sont brûlants avant une éventuelle utilisation ultérieure, mais donc ils doivent être conservés sous eau au moins entre 50 et 70 ans, et l'installation doit durer 100 ans. Et du coup, ces combustibles usés, ce que les gens ne savent pas, c'est que ils sont beaucoup plus radioactifs que les combustibles neufs. Quand les combustibles, soit de l'uranium, soit un mélange d'uranium et de plutonium, ont servi dans les réacteurs nucléaires, ils sont encore plus instables, et ils ont créé des molécules, enfin des particules de matière encore plus dangereuses qu'au départ. Donc ça, c'est pour 100 ans. Il y en aurait 10 000 tonnes qui viendraient de toute la France, notamment des réacteurs qui fonctionnent au MOX, avec ce mélange plutonium-uranium qui est beaucoup plus dangereux, beaucoup plus instable, beaucoup plus toxique et beaucoup plus radioactif pour beaucoup plus longtemps que celui à l'uranium. Donc c'est l'équivalent de 100 à 120 cœurs de réacteurs nucléaires qui seraient stockés au même endroit. Donc EDF, oui. En fait, donc si je comprends bien, on a des bâtons d'uranium, de NOx, qui sont beaucoup plus radioactifs qu'à l'état premier. Et qui trempent dans l'eau. Voilà, c'est ça. L'eau devient l'eau des piscines et donc elle-même contaminée. Alors effectivement, normalement le combustible il est contenu dans des gaines qui doivent contenir la radioactivité, des gaines qui sont dans un métal qui s'appelle le zirconium. Mais souvent ces gaines, comme elles ont subi le bombardement neutronique, qu'elles ont été à des pressions et à des températures extrêmement élevées dans les réacteurs, en général, elles sont un peu corrodées, elles sont fragilisées, et quand on les sort des réacteurs, souvent elles sont déformées, elles peuvent se fissurer. Donc effectivement, quand les gaines ne sont pas de bonne qualité, qu'elles ont été abîmées, fissurées, etc., il y a des fuites, et effectivement, ça peut contaminer l'eau des piscines. Donc du coup, quoi qu'il en soit, il y aura des rejets de matière radioactive en période de fonctionnement normal, et donc nous ce qui nous inquiète, il y a plusieurs sujets qui nous inquiètent, notamment cette question des rejets, parce que c'est marqué dans le dossier que EDF a présenté que ça sera rejeté dans le milieu naturel, mais on ne sait pas quels sont ces rejets, en quelle quantité, est-ce que ça sera dans la Loire, est-ce que ça sera dans l'air, etc. Donc il y a une inquiétude par rapport à ça. Et puis la grosse inquiétude, c'est que la réaction nucléaire peut repartir très facilement si le niveau de l'eau baisse, s'il y a une perte de refroidissement de la piscine. Or, sur 100 ans, avec le dérèglement climatique, avec tout ce qu'on peut supposer de sécheresse, de baisse des niveaux d'eau, d'événements climatiques extrêmes imprévus, ou bien de l'évolution géopolitique, de conflits armés, d'attaques terroristes, etc. Est-ce qu'on peut garantir pendant 100 ans qu'il n'y aura pas d'avanie, pas d'attaque sur la piscine? Parce que donc l'autorité de sûreté nucléaire a dit qu'il y avait 2 scénarios très dangereux, la perte de refroidissement et des brèches dans les bassins. Et là, la réaction nucléaire reprendrait et on aurait droit à un accident nucléaire majeur. Ça nous inquiète. Si ça se fait à Belleville, ça nous inquiète de manière extrême, parce que ça veut dire que c'est la Loire, en aval, qui est totalement contaminée, les nappes phréatiques, sans parler de l'air, de toutes les productions agricoles et de la santé, de l'environnement, etc.
Alors, EDF n'a pas encore dit officiellement que c'était à Belleville. Il ne l'a pas infirmé, mais il ne l'a pas confirmé. Normalement, on devait le savoir avant le 31 décembre, parce qu'ils devaient déposer leur demande d'autorisation de création de cette installation avant le 31 décembre. Bon, là, on sait qu'avec le confinement, le délai sera peut-être pas tenu, que ce sera peut-être un peu décalé dans le temps. Mais par contre, ce qu'on sait, l'autorité de sûreté nucléaire a fait sa conférence de presse nationale pour faire le bilan de 2019 et elle a tiré la sonnette d'alarme en disant que ça devient extrêmement urgent de prévoir des solutions d'entreposage de ces combustibles. Parce que jusqu'à présent, ils sont dans des piscines à La Hague, dans le Cotentin, près de Cherbourg, et ces piscines vont être très bientôt saturées. Surtout si on continue la politique nucléaire telle que l'État l'a prévue, c'est-à-dire en prolongeant les réacteurs nucléaires qui devaient fonctionner jusqu'à 40 ans, jusqu'à 50 voire 60, et si on construit aussi 6 EPR, des réacteurs beaucoup plus puissants que sur le modèle de celui de Flamanville, dont vous avez peut-être entendu parler. Donc si on poursuit cette filière nucléaire, les piscines vont être à saturation, et là, si on n'a pas d'endroit pour entreposer les combustibles nucléaires usés, il faudra arrêter des réacteurs en urgence, parce qu'on frôlera l'occlusion. Voilà. Mais cette urgence est là. Ouais. Donc, si je comprends bien, soit on arrête les réacteurs, ils deviennent eux-mêmes le propre cimetière de leur propre barre d'uranium ou de NOx pendant une centaine d'années, comme c'est une des possibilités envisagées. Alors effectivement, chaque centrale nucléaire, chaque réacteur a une piscine déjà, où on met les combustibles quand on les achemine avant de les charger dans le réacteur, et où on les met quand on les décharge. On les met plusieurs mois, voire plusieurs années à refroidir avant d'aller à La Hague. Donc on pourrait concevoir ça. Il faudrait peut-être les agrandir un petit peu, et surtout il faudrait les protéger mieux, parce que Greenpeace a fait paraître une étude il y a 2 ans où ils ont montré l'extrême vulnérabilité de ces piscines, parce que souvent les plafonds sont en tôle. Enfin c'est très un acte terroriste pourrait vraiment les endommager, et si les piscines fuient, s'il y a une perte d'eau, c'est dramatique, ça peut créer des réactions nucléaires qui reprennent. Donc oui, on pourrait soit stocker sur place dans des piscines en faisant des piscines un petit peu plus grandes et un petit peu plus sécurisées, soit l'Institut de radioprotection de sûreté nucléaire a présenté aussi d'autres alternatives l'été dernier, parce qu'il y a eu un débat public national sur ce sujet de la gestion des déchets et des matières radioactives. Il pourrait y avoir aussi ce qu'on appelle l'entreposage à sec, c'est-à-dire qu'on met les combustibles dans des espèces de conteneurs avec du plomb autour qui confine la radioactivité, et le refroidissement se fait par l'air, par une ventilation. Il y a moins de risques de découvrement et de reprise de la radioactivité qu'avec l'eau, parce que l'eau, si le niveau baisse, là ça repart, alors que l'air, il y en a toujours autour des... Voilà. En fait, le choix est fait, évidemment, comme d'habitude, pour des raisons économiques, ça doit coûter plus cher. Voilà, c'est certainement... moi, j'avais posé la question à la personne d'EDF qui est en charge de ce projet, en lui disant, mais pourquoi vous avez choisi cette solution ? La solution de la centralisation, c'est-à-dire de mettre au même endroit 10 000 tonnes, ce sera 10 000 tonnes de combustible nucléaire, c'est quand même prendre des risques inconsidérés. Et c'est vrai qu'il m'a dit, c'est budgétaire, c'est-à-dire que ça coûte plus cher de faire 57 petites piscines qu'une énorme. Oui. Mais après, faut savoir ce qu'on veut, aussi. Voilà. Voilà, la question, c'est ça. On peut très bien arriver au même résultat, parce que de toute façon, ces barres sont là. Il faut bien faire quelque chose. Alors, on peut diviser le risque en répartissant un peu partout. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ces barres sont là. Oui, si on arrêtait la filière nucléaire assez rapidement et qu'on ait à gérer uniquement ce qu'on a en ce moment comme déchets, on pourrait les laisser à La Hague, peut-être sécuriser les piscines de La Hague, mieux les sécuriser, et on ferait face au problème. Le problème, c'est qu'on veut
poursuivre la filière nucléaire. Donc c'est vrai que pour poursuivre la filière nucléaire, il faut envisager de nouvelles capacités d'entreposage. Mais je sais plus du coup la question. Mais effectivement, on pourrait gérer ça autrement, sans centraliser, et on pourrait gérer aussi sans piscine. C'est-à-dire que la France, parce qu'on est les seuls à faire, par exemple, du MOX, ce mélange qui pose d'énormes problèmes, parce que c'est lui qu'il faut refroidir très très longtemps et qui est très radiotoxique. Par exemple, il y a que la France qui fait du MOX actuellement, et les autres pays qui sont nucléarisés, ils stockent leur combustible usé sur le lieu où il est utilisé et à sec dans ces espèces de conteneurs. Et en plus, c'est Orano, enfin l'entreprise qui gère les combustibles usés en France, qui les fabrique et qui les exporte, et qui les commercialise. Donc Orano est vraiment super compétent en matière d'entreposage à sec, mais pour les autres pays, pas pour la France. Vous voyez ? Parce que la France a fait ce choix. C'est un peu compliqué, c'est un peu technique, mais la France a fait le choix du retraitement, c'est-à-dire que quand les combustibles à base d'uranium ont servi, sont usés, on les envoie à La Hague, et là, on les cisaille, les assemblages de combustible, on les met dans des bains d'acide, et on sépare ce qu'il y a dans les combustibles usés. Donc, on a de l'uranium un peu usagé, on a du plutonium, et on a ce qu'on appelle les actinides mineurs, les déchets qui sont extrêmement dangereux. Césium et compagnie. Je sais pas exactement, il y a plusieurs types. Et ceux-là, on les vitrifie, on les met dans des fûts. Ils sont entreposés à La Hague en attendant d'aller à Bure éventuellement, d'être enfouis. Mais le problème, c'est le plutonium. Parce qu'au début, on l'a extrait pour le nucléaire militaire, pour faire les bombes. C'est l'objectif. Voilà. Après, le gouvernement a changé d'optique. Dans les années 69, 70, on avait assez de plutonium pour l'arsenal nucléaire français. On n'a pas besoin d'en faire davantage. Et puis, il y a eu des lois aussi pour empêcher la prolifération des armes nucléaires. Donc, on peut pas laisser avoir du plutonium et ne pas l'utiliser. Il faut l'utiliser à des fins civiles. Donc, du coup, on a inventé ce truc qui est le MOX, qui veut dire mélange d'oxyde, où on mélange de l'oxyde de plutonium et de l'oxyde d'uranium. Voilà, ça c'est un choix typiquement français. Donc, vas-y. L'autre avantage, c'est peut-être parce qu'ils ont anticipé la fin de l'extraction d'uranium naturel, donc il fallait fabriquer des matériaux de synthèse. L'idée, oui, peut-être effectivement, c'était un peu le fantasme de l'énergie circulaire, c'est-à-dire que on recycle, on extrait ce qui sort des combustibles usés, on fabrique des nouveaux combustibles avec ça, et ça sert à alimenter des surgénérateurs. C'est ça le fantasme de la filière nucléaire. Comme Superphénix. Voilà, comme Superphénix. Voilà, qui a marché un peu et qui a été arrêté parce qu'il y a eu des accidents. Et donc, il y a un projet au niveau de la France avec des partenaires au niveau mondial qui s'appelle Astrid. Peut-être vous en avez entendu parler. En collaboration avec le Japon, les États-Unis, la Russie. Voilà, des pays comme ça. Donc, ça, c'est la fusion nucléaire. Ça. Alors non, celui dont vous parlez, c'est ITER. ITER, ça c'est la fusion. Astrid, je ne connais pas. Alors Astrid, c'était un projet de surgénérateur, c'est-à-dire qu'il aurait fonctionné justement avec ce MOX usé. Il aurait pu fermer la boucle, si vous voulez. Ça aurait pu être circulaire comme ça. Sauf que ce projet, c'est juste un avant-projet. Il a démarré il y a déjà plusieurs dizaines d'années. Il est abandonné. L'État a déclaré l'été dernier, au mois d'août 2019, que ce projet était mis sous le boisseau. C'est trop compliqué, c'est trop cher, voilà. Donc, si vous voulez, ça reste un espèce de fantasme, cette production de surgénérateurs. Mais à cause de ce fantasme, on continue à retraiter, on continue à faire du MOX, on est exposé à pas savoir quoi en faire, parce qu'on le retraite pas, le MOX, lui, une fois qu'il est usé, il est là, et il est dangereux, et il est très radioactif, et il faut le mettre quelque part. Et ça coûte cher. Voilà. Donc c'est un procédé qu'on pourrait remettre en question. Maintenant, par exemple, au moment du débat public l'été dernier, il y a beaucoup d'associations qui ont dit mais
à quoi ça sert de faire un débat public si on ne peut pas remettre en question certains choix? Parce qu'en fait, souvent, les débats publics, ils servent juste à faire parler les citoyens. Et puis après, de toute façon, on fait ce qui était décidé avant le débat public. De toute façon, on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas remettre en question le choix du nucléaire. La France est quand même le pays le plus nucléarisé au monde. Est-ce qu'à un moment, les citoyens ont eu leur mot à dire par rapport à ces choix-là? Je ne crois pas. Et est-ce qu'ils peuvent le remettre en question? Le choix du retraitement, c'est pareil. On continue. On a fait ce choix dans les années 70 et on ne le remet pas en question. On continue à foncer. Donc voilà, c'est des questions que nous, on aimerait remettre sur la table. Et c'est pour ça qu'on a créé une coordination d'associations, là, localement, opposées à ce projet. Et à divers titres. Là-dedans, il y a des associations anti-nucléaires qui pensent qu'il faut sortir du nucléaire, mais il y a aussi des associations de protection de l'environnement, à cause de tous les risques environnementaux et sanitaires. Et il y a aussi des associations qui travaillent plus sur ce qui est de l'ordre de la démocratie, de l'implication des citoyens dans les choix de société, dans les choix importants. Et le choix de l'énergie, c'est un choix capital pour le fonctionnement d'une société. Donc, toutes ces questions-là, on voudrait les remettre sur la table, on voudrait que ça soit débattu, on voudrait que les citoyens soient réellement informés. Et c'est pour ça donc qu'on a créé très récemment cette coordination. Peu de gens ont une vision globale Absolument. De ce qui se passe. Et là, je pense que c'était très complet. J'espère. Synthétique. J'espère. Et donc, pour aller plus loin, donc cette agrégation d'associations, quelle va être finalement leur ligne de conduite? Qu'est-ce qu'elles vont faire dans le futur pour, par exemple, essayer de faire prendre conscience, tenter à nouveau de faire prendre conscience au grand public? Comment ça se passait? Alors, elle est toute fraîche, cette coordination. Elle s'est constituée pendant le confinement. Donc, c'était pas évident parce qu'on est quand même sur 4 départements, les 4 départements limitrophes du site nucléaire. Donc, on s'est pas rencontrés en chair et en os. On a échangé que par téléphone ou par mail. Donc, on a déjà fait une première conférence de presse le 29 mai. Et on a été bien repris par les médias, donc c'est déjà à travers cette conférence de presse, faire de l'information. Il y a eu la télé, il y a eu tous les journaux des 4 départements, des journaux locaux, des médias régionaux. Après, on va faire des réunions d'information, des réunions publiques d'information. On a prévu aussi de s'adresser aux élus de tout poil, les élus municipaux une fois qu'ils seront tous en lice, là, qui seront en poste, les élus départementaux, régionaux, les députés, pour leur dire, voilà, il y a ce projet qui s'approche. Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous avez besoin d'informations? Et qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous pensez vous positionner? Après, on va faire des conférences, on va faire tout ce qu'on va pouvoir, peut-être pétition, enfin je ne sais pas. Alors ça, c'est au niveau de la coordination locale. Et puis moi, j'appartiens aussi à un mouvement anti-nucléaire et à un collectif au niveau de toute la vallée de la Loire, depuis ici jusqu'à Nantes. Et on organise 4 jours d'information, de débats, de conférences, de projections de films, d'ateliers au mois de septembre sur ce sujet de la piscine d'entreposage de combustibles usés, sur toute la question de la gestion des déchets nucléaires. Ça, ce sera du 24 au 27 septembre à Saint-Amand-en-Puisaye. Voilà, donc on pourra trouver le programme sur le site de sortir du nucléaire Berry-Génois-Puisaye, l'association antinucléaire locale. Et puis je pense qu'on va créer un site dédié, puis des pages Facebook, etc. Donc là, les gens, on espère, pourront avoir de l'information. Et puis aussi, on a fait des dépliants, des flyers, des tracts. Ce matin, par exemple, il y avait tractage sur le marché de Cône, pour aller à la rencontre des gens et puis leur expliquer, diffuser des éléments d'information. On va essayer de développer un maximum d'informations dans un premier temps. Après, une fois que le projet sera annoncé, il y aura enquête publique. Donc, ce qu'on veut aussi, c'est donner des billes aux citoyens, aux élus, etc., pour qu'ils puissent participer à l'enquête publique et remettre en question et demander des explications. Après, si malgré ce qu'on aura fait au niveau de l'information, etc., et de l'enquête publique, l'autorisation de création est donnée et que le chantier s'engage, là, on fera peut-être des manifestations plus virulentes.
Oui, on n'en est pas là pour le moment. On n'en est pas là pour le moment. On est en amont de la décision, mais quand même, ça nous semblait très important d'anticiper. Parce que par contre, EDF n'a pas confirmé, n'a pas infirmé, mais le projet existe. Moi, je suis allée à 3 réunions au niveau national où ils ont présenté leur projet. On peut le télécharger sur le site de l'autorité de sûreté nucléaire. Ça s'appelle piscine d'entreposage centralisé. Il y a le dossier d'option de sûreté. C'est un dossier qui fait 130 pages. Il existe. Il y a plein de questions qui se posent. On peut y aller, quoi. Voilà. Et il nomme Belleville dedans. Non. Non, voilà. Non. Là, c'est un projet générique hors sol. Hein. Voilà. Par contre, Belleville, il y a aussi une note qui accompagne ça, qui s'appelle contraintes liées au site d'implantation, où ils expliquent un petit peu à quels critères doit répondre le site où ça s'implanterait. Et Belleville est centrale pour une piscine centralisée, parce que les combustibles viendront du Pas-de-Calais, de Normandie, de la Gironde, de la vallée du Rhône, de l'Ain, vous voyez. Donc on est bien au milieu de la France, centralisé. En plus, par exemple, les MOX usés, ils peuvent se transporter que par voie ferrée, parce que c'est très dangereux, pas par camion, parce que ça les expose trop à des risques d'accident, etc. Donc, à Belleville, la voie ferrée a l'avantage d'entrer dans le site nucléaire. Hein. La ligne de chemin de fer, elle rentre sur le site nucléaire, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres centres, d'autres sites. Voilà, c'est déjà sur un site nucléaire, donc c'est déjà rehaussé par rapport au risque d'inondation. Il n'y a pas de zone naturelle à protéger sur le site. Les plans locaux d'urbanisation sont déjà en train d'être remis à jour. Il y a plein de délais administratifs qui vont pouvoir être levés rapidement. Donc tout ça fait que Belleville a été dans les officines, dans des réunions. Surligné, quoi. Voilà, et c'est des fuites qui ont eu lieu à ce moment-là, mais le site sera dévoilé au moment seulement où EDF déposera sa demande d'autorisation de création. EDF, à cet endroit-là, a une réserve foncière de 170 hectares, je crois. Ils n'en ont occupé que la moitié avec les 2 réacteurs existants et tout ce qui va avec. Hein. Et ils ont l'autre moitié du site qui est disponible, qui n'est pas utilisée. Donc, en fait, d'après ce que nous a dit le directeur de la centrale, ça serait à cet endroit-là, à l'endroit qui pour le moment est une espèce de friche, enfin voilà, où ça serait implanté. Si pour terminer, vous aviez une dernière chose à dire, dont vous êtes sûr qu'elle ne serait jamais retranscrite sur les grands médias locaux, quelque chose vous voulez faire savoir, mais donc vous savez que ce sera pertinemment coupé sur les médias traditionnels, vous pouvez le faire. Ce que j'ai envie de dire, c'est que peut-être les médias n'inciteront pas les citoyens à être curieux, à se renseigner, à aller prendre des informations, à participer aux enquêtes publiques, parce il va y avoir l'enquête publique suite à la demande d'autorisation de création. Il va y avoir aussi une consultation publique. Parce que donc il y a un nouveau plan de gestion des matières et des déchets radioactifs qui va être décidé, qui va orienter des lois et des décrets pour les 3 années à venir. Et donc il va y avoir une consultation publique avant la fin de l'année. Et là aussi, les citoyens ont leur mot à dire, peuvent participer, peuvent réagir, etc. Et en général, on voit bien que les consultations publiques, presque personne n'y participe. Moi je vois, il y en a eu une pour l'extension du plan particulier d'intervention. Vous savez, le rayon qui est passé de 10 km à 20 km autour des centrales pour distribuer les pastilles d'iode et pour toutes les consignes d'évacuation, etc. en cas d'accident nucléaire. Eh bien, moi je suis allée regarder le registre d'enquête publique dans ma commune et apporter des annotations, des réflexions, des questions. Personne n'était venu participer à l'enquête publique. Et on a fait le tour de toutes les communes concernées. Pratiquement personne. Donc c'est vrai que les médias, ça serait leur rôle quand même d'informer sur le fait qu'il y a ça qui existe et d'inciter les citoyens à participer. En même temps, on se leurre pas trop sur l'impact des citoyens. On voit bien que, par exemple, suite à la crise des Gilets jaunes, il y a eu un grand débat public. Et puis, les conclusions de ce débat public, elles ont été oubliées. Enfin, je veux dire, personne n'a su, ça a été archivé, c'est perdu. Voilà, on se fait pas trop d'illusions. Mais en même temps, il faut informer, il faut être au courant, et il faut faire pression, et il faut augmenter le rapport de force. Qu'on soit pour ou qu'on soit contre,
la question de l'énergie, elle est centrale. Et la question de quel modèle de société on veut. Est-ce qu'on veut continuer à produire de l'énergie en quantité industrielle et à alimenter une consommation sans fin vers des objets de plus en plus sophistiqués, inutiles, qu'on jette et où on épuise les ressources de la planète? Est-ce qu'on veut ça ou est-ce qu'on veut autre chose? Bon, voilà, moi c'est ça que j'ai envie de dire. D'accord. Et le nucléaire pour moi, le nucléaire sert à alimenter ce processus d'ébriété énergétique et pas de sobriété énergétique. Voilà. Et puis une dernière chose, c'est qu'il y a quand même beaucoup de désinformation quant au nucléaire comme solution contre le dérèglement climatique, contre le réchauffement climatique, en disant que c'est une énergie décarbonée. Non, le nucléaire n'est pas une énergie décarbonée. Elle est à faible émanation de carbone, c'est vrai, mais par ailleurs, elle crée des déchets pour des milliers d'années. Elle est sale, elle est dangereuse. À cause d'elle, il y a des rejets en permanence de matières radioactives dans la Loire, dans l'atmosphère, ce que les gens ne savent pas. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est j'ai envie d'inciter les gens à être curieux par rapport à cette énergie, à ce choix et aux conséquences de ce choix. Merci.